Chapitre 13. Monsieur Marvel discute sa soumission. À l'heure du crépuscule, Haiping commençait à peine à ouvrir les yeux, timidement, sur ce qui restait de la fête. Un homme, petit, trapu, coiffé d'un chapeau de soie râpé, marchait péniblement, dans la demi-obscurité, entre les hêtres, sur la route de Brandhurst. Il portait 3 volumes, attachés ensemble par une sorte de lien élastique élégant, et un paquet enveloppé dans un tapis de table bleue. Sa figure rubiconde exprimait la consternation et la fatigue, il marchait d'un pas pressé, à perdre haleine. Il était accompagné par une autre voix que la sienne et, de temps à autre, il tressaillait sous l'atteinte de mains que l'on ne voyait pas. « Si vous me lâchez encore une fois, disait la voix, si vous essayez encore de me lâcher. »« Seigneur, s'écria M. Marvel, mon épaule n'est plus qu'une plaie. Ma parole, je vous tuerai. Mais je n'essayais pas de vous lâcher. » Répondit Marvel, d'un ton où l'on sentait que les larmes étaient proches. Je ne connaissais pas ce satané tournant, et voilà tout. Comment diable l'aurais-je connu, ce tournant? La vérité vraie, c'est qu'on m'a bousculé. Je vous bousculerai bien davantage, si vous ne prenez pas garde. Monsieur Marvel redevint soudain silencieux. Il enfla les joues, et ses yeux eurent l'éloquence du désespoir. C'est déjà bien assez de laisser ces rustres-là toucher à mon petit secret, sans que vous filiez avec mes ouvrages. Il est heureux pour quelques-uns de ces lourdeaux d'avoir fui, d'avoir couru comme ils l'ont fait. Ici, je suis. Personne ne me savait invisible. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Et moi, donc, demanda Marvel entre ses dents. Tout est perdu. L'histoire va être dans les journaux. Tout le monde me guettera. Tout le monde sera en éveil. Ce discours se continua par des imprécations violentes, puis la voix se tut. Le désespoir s'aggrava sur le visage de M. Marvel, et son pas se ralentit. Avancez donc. La face du pauvre Marvel prit une teinte grise entre 2 taches rouges. Tenez bien ces livres, imbécile. Fit la voix avec rudesse. Le fait est que j'aurai à me servir de vous. Vous êtes un pauvre instrument, mais quoi? Faute de mieux, il faut que je m'en serve. Oh! Je suis un instrument misérable. Gémit Marvel. Oui, certes. Je suis bien le plus mauvais instrument que vous puissiez avoir, car je ne suis pas fort, ajouta-t-il après un silence découragé, je ne suis pas bien fort. Vraiment? Puis, je défaille. Cette petite affaire, mon Dieu, je m'en suis tiré, sans doute, mais, faites excuse, j'aurais pu avoir le dessous. Vous dites? Je n'ai pas les nerfs, je n'ai pas la vigueur qu'il faudrait pour ce que vous désirez. Je vous remonterai, moi. J'aimerais mieux que vous n'ayez pas à le faire. Je ne voudrais pas compromettre vos projets, vous pensez, mais cela pourrait arriver, par crainte et par faiblesse. Je ne vous le conseille pas, dit la voix avec une tranquille assurance. Ah! Je voudrais être mort. Il n'y a vraiment pas de justice. Vous devriez pourtant bien admettre. Il me semble que j'ai bien le droit. Marchez donc. Monsieur Marvel pressa le pas, et, pour un moment, ils retombèrent dans le silence. C'est diablement dur. Déclara Marvel. N'ayant obtenu aucun succès, il changea ses batteries. Qu'est-ce que j'y gagne? Reprit-il sur le ton d'un homme auquel on fait une injustice intolérable. Oh! Taisez-vous, cria la voix avec une force soudaine et surprenante. Je pourvoirai à vos besoins. Contentez-vous de faire ce qu'on vous dit. Vous pouvez très bien le faire. Vous êtes un imbécile, mais vous ferez très bien cela. Je vous dis, monsieur, que je ne suis pas l'homme qu'il vous faut. Je le dis, respectueusement, mais c'est ainsi. Si vous ne vous taisez pas, je vais encore vous serrer le poignet. Dit l'homme invisible. J'ai besoin de réfléchir. Bientôt 2 carrés de lumière jaune parurent à travers les arbres, et la tour d'un clocher se profila dans l'obscurité. J'aurai la main sur votre épaule pendant toute la traversée du village, dit la voix. Tâchez de filer droit, n'essayez pas de faire des bêtises. Le cas échéant, ce serait tant pis pour vous. Je sais, soupira Marvel, je sais tout cela. L'homme à la mine si malheureuse sous son chapeau hors d'usage remonta avec ses paquets toute la rue du petit village et s'enfonça dans la nuit au-delà des dernières fenêtres éclairées. Chapitre 14. À Portstow. À 10 heures, le lendemain matin,
Monsieur Marvel se trouvait, la barbe non faite, sale, couvert de poussière, les mains enfouies dans les poches, l'air très las, mal à l'aise, agité, enflant les joues à chaque instant, assis sur un banc devant une petite auberge des faubourgs de Portstow. Auprès de lui étaient les fameux livres, mais attachés maintenant avec une ficelle. Quant au paquet, il avait été abandonné dans les bois, à la sortie de Bramblehurst. C'était la conséquence d'une modification apportée au plan de l'homme invisible. Personne ne faisait attention à Monsieur Marvel, assis sur ce banc, pourtant son agitation continuait à tenir de la fièvre, ses mains ne cessaient de se porter successivement à ses diverses poches, qu'elle fouillait avec une curiosité nerveuse. Il était resté là bien près d'une heure, lorsqu'un marin d'un certain âge sortit de l'auberge avec un journal à la main et vint s'asseoir à côté de lui. « Il fait beau aujourd'hui, » dit le nouveau venu. Monsieur Marvel lui lança un regard qui semblait chargé d'effroi. « Oui, très beau. Le vrai temps de la saison. » ajouta l'autre d'un ton qui ne permettait pas la contradiction. « Oui, en effet. » Le marin tira un cure-dent de sa poche et commença de s'en servir avec méthode. Ses yeux, cependant, avaient toute liberté d'examiner les vêtements poudreux de son voisin et les livres placés auprès de lui. Au moment où il s'était approché de Monsieur Marvel, il avait entendu comme un bruit de pièces de monnaie tombant dans une poche, et il avait été frappé du contraste entre l'extérieur de Monsieur Marvel et cet indice d'une opulence relative. Aussi revenait-il obstinément à une idée qui s'était d'abord, d'une manière bizarre, emparée de son imagination. « Vous avez des livres ?» dit-il tout à coup en cessant la manœuvre du cure-dent. Monsieur Marvel tressaillit et le regarda. « Oui, oui, fit-il, des livres. Il y a des choses extraordinaires dans les livres. Je crois bien. Mais il y a aussi des choses extraordinaires ailleurs que dans les livres. C'est encore vrai. » Monsieur Marvel leva les yeux sur son interlocuteur et l'observa. « Il y a, par exemple, des choses extraordinaires dans les journaux. Sans doute. Et même dans ce journal. Ah. Il y a une histoire, dit le marin en fixant sur Monsieur Marvel un œil assuré, il y a, par exemple, une certaine histoire d'homme invisible. Monsieur Marvel eut une moue de dédain, se gratta la joue et sentit ses oreilles en feu. Qu'est-ce qu'ils vont raconter bientôt? Soupira-t-il d'une voix molle. En Autriche ou en Amérique, cet homme invisible? Non, non, ici. Seigneur, s'écria Monsieur Marvel en se levant vivement. Quand je dis ici, reprit le marin, au grand soulagement de Marvel, je ne veux pas dire ici, dans l'endroit où nous sommes, je veux dire près d'ici. Un homme invisible. Et qu'est-ce qu'il a pu faire? Toute espèce de chose. Dit le marin, qui surveillait son voisin du coin de l'œil. Oui, toute espèce de chose. Je n'ai pas vu le moindre journal depuis 4 jours. C'est d'Iping qu'il est parti. Vraiment. C'est là qu'il a commencé. D'où venait-il alors? Personne ne paraît le savoir. Tenez, là, une singulière histoire à Iping. Et il est dit, dans l'article, que les preuves sont extrêmement fortes, extrêmement. Bon Dieu! C'est une histoire vraiment extraordinaire. Il y a un pasteur et un médecin comme témoins. Ils l'ont vu eux-mêmes. Ou plutôt, non, ils ne l'ont pas vu. Il était descendu, dit le journal, à l'auberge du pays, et personne ne semble s'être avisé de son infirmité jusqu'au jour où, dans une altercation, c'est le journal qui le dit, les bandages qu'il avait sur la tête se trouvèrent arrachés. On s'aperçut alors que sa tête était invisible. Aussitôt on tâcha de s'emparer de lui, rejetant ses vêtements, dit toujours le journal, il réussit à s'échapper, mais seulement après une lutte désespérée dans laquelle il avait infligé de sérieuses blessures à notre digne et excellent agent, Monsieur J. A. Jaffer. L'histoire est assez précise, hein. Les noms, et tout? Bon Dieu! Répéta Monsieur Marvel, promenant tout autour de lui des regards effarés, essayant de compter sa monnaie dans sa poche du bout des doigts, à tâtons, et plein d'une nouvelle idée étrange. C'est une histoire tout à fait étonnante. N'est-ce pas? Extraordinaire, j'ose le dire. Jamais auparavant je n'avais entendu parler d'hommes invisibles, mais, par le temps qui court, on entend des choses si invraisemblables que... Et c'est là tout ce qu'il a fait, demanda Marvel d'un air dégagé. Eh bien, ce n'est pas suffisant, peut-être? Et il ne s'est pas échappé, par hasard? Oui, il s'est échappé, et voilà tout, hein. Voilà tout, en effet.
N'est-ce pas suffisant? Oh. Si. Je crois bien, dit le marin, je crois bien. N'avait-il pas de complices? Le journal ne dit point qu'il eut des complices, n'est-ce pas? Demanda M. Marvel, anxieux. N'est-ce donc pas assez pour vous d'un bonhomme de ce genre-là? Non, Dieu merci, peut-on dire, il n'en avait pas. Et le marin courba la tête lentement. Cela me met vraiment mal à mon aise, l'idée que ce gaillard-là court le pays. Pour l'heure, il est en liberté, et, d'après des témoignages certains, on suppose qu'il a pris la route de Portstow. Vous voyez que nous sommes parfaitement dans la zone. Ce ne sont pas là des tours de charlatans. Pensez un peu à tout ce qu'il pourrait faire. Que deviendriez-vous, s'il buvait un coup de trop et s'il lui prenait fantaisie de vous tomber dessus? Supposez qu'il veuille voler, qui pourrait l'en empêcher? Il peut entrer, il peut forcer les serrures, il peut passer à travers un cordon de policemen aussi facilement que vous et moi nous pouvons fausser compagnie à un aveugle. Plus facilement encore, car les aveugles, à ce qu'on m'a dit, ont l'ouïe extrêmement fine. Il a un terrible avantage, certainement. Opina M. Marvel. Et alors? Oh. Oui, un avantage. Pendant ce temps-là, M. Marvel n'avait cessé de regarder autour de lui, tendant l'oreille au plus léger bruit, s'efforçant de percevoir des mouvements imperceptibles. Il parut sur le point de prendre une grande résolution. Il toussa derrière sa main, il guetta de nouveau alentour, prêta l'oreille, se pencha vers le marin et, baissant la voix. Il m'est arrivé par hasard de connaître, au sujet de l'homme invisible, un ou deux détails. Cela, de source particulière. Allons donc. Vous? Oui, moi. Vraiment? Et puis-je vous demander? Vous serez étonné, dit Marvel derrière sa main. C'est une chose terrible. Vraiment. Hélas. Oui, commença Marvel avec empressement, sur le ton de la confidence. Tout à coup, sa physionomie changea. Oh, fit-il, en se redressant avec raideur sur son siège. Et sa figure exprima clairement une douleur physique. Oh, dit-il encore. Qu'est-ce qu'il y a, fit le marin, très intéressé. J'ai mal aux dents, répondit Marvel en portant la main à son oreille. Il reprit ses livres et prétendit qu'il était obligé de continuer sa route. Il se leva et longea le banc, d'une curieuse manière, en s'éloignant peu à peu de son interlocuteur. Mais vous alliez justement me raconter quelque chose à propos de cet homme invisible? Monsieur Marvel parut se consulter. Quelle blague, dit une voix. C'est une blague. Répéta Monsieur Marvel. Mais c'est dans le journal. Objecta le marin. C'est une blague tout de même. Je connais le gaillard qui a inventé l'histoire. Il n'y a pas d'homme invisible le moins du monde. Mais comment expliquer que ce journal? Allez-vous me dire? Rien du tout, dit Monsieur Marvel avec force. Le marin ouvrit de grands yeux, son journal à la main. Monsieur Marvel le regarda en face. Attendez donc, dit l'autre en se levant à son tour. Et d'une voix lente. Vous allez me soutenir? Oui, fit Marvel. Alors, pourquoi m'avez-vous laissé vous raconter bonnement toutes ces balivernes, hein? Qu'est-ce que cela signifie de laisser un homme se donner ainsi l'air d'un imbécile? Monsieur Marvel enfla les joues. Le marin devint cramoisi et serra les poings. Voilà 10 minutes que je parle. Et vous, petit pot à tabac, avec votre figure tannée, vous ne pouviez pas avoir la politesse élémentaire de... Vous n'allez pas me chercher chicane, à moi. Cherchez chicane. J'ai vraiment bonne envie. Venez-vous, dit une voix. Soudain quelqu'un fit faire demi-tour à Monsieur Marvel, qui s'éloigna décidément d'une démarche bizarre, d'un pas saccadé. Vous faites bien de filer. Criait le marin. Filer. Qui? Moi, dit Marvel. Et il s'en allait obliquement, à grandes enjambées, avec, de temps à autre, de violentes poussées en avant. Une fois à quelque distance, il commença à marmotter tout seul des protestations, des récriminations. Stupide animal! Grognait le marin, les poings sur les hanches, les jambes écartées, suivant du regard l'individu qui s'en allait. Je vous apprendrai, triple imbécile, à vous moquer de moi, quand c'est là, dans le journal. Il ne distingua pas la réponse de Marvel qui, s'éloignant toujours, fut bientôt caché par un coude de la route.
Mais il demeura superbe, au beau milieu du chemin, jusqu'au moment où l'arrivée d'une voiture de boucher le força de se déranger. Alors il repartit pour Portstow. Il grommelait tout seul. Quel fou on rencontre! Il croyait m'y prendre. Cette bêtise. Puisque c'est dans le journal. Un peu plus tard, il apprit qu'un autre fait extraordinaire s'était produit non loin de là. C'était l'apparition d'une poignée d'argent, ni plus ni moins, de l'argent passant tout seul, et sans qu'on vît qui le tenait, le long du mur, au coin de la ruelle de Saint-Michel. Un de ses camarades avait vu ce prodige, le matin même. Il avait tout de suite voulu prendre l'argent, mais il avait été frappé et renversé, et, lorsqu'il s'était remis sur ses pieds, plus d'argent, le singulier papillon avait disparu. Notre marin ne demandait pas mieux, disait-il, que de croire n'importe quoi, mais cela, c'était tout de même un peu trop raide. Pourtant, il se mit à y réfléchir. Or, l'histoire de la monnaie volante était exacte. Partout dans le voisinage, depuis la fameuse Banque de Londres et des comtés jusqu'au comptoir des boutiques et des auberges, les portes restant volontiers ouvertes par ce beau soleil, de l'argent avait été tranquillement et adroitement subtilisé, par poignées, par rouleaux, on en avait vu flotter doucement le long des murs, dans les endroits ombragés, puis échapper rapidement au regard de ceux qui approchaient. Il avait, d'ailleurs, quoique personne ne lui marquât la route, invariablement terminé sa course mystérieuse dans la poche de ce monsieur agité, au chapeau de soie râpé, qui s'était assis devant la petite auberge du faubourg. Ce fut 10 jours plus tard, et seulement lorsque l'histoire de Burdock était déjà vieille, que notre marin rapprocha les faits et comprit avec terreur qu'il avait été le voisin de l'homme invisible. Chapitre 15. L'homme qui courait. À l'heure où le jour commençait à baisser, le docteur Kemp était assis dans son cabinet, dans le belvédère qui, du haut de la colline, dominait Burdock. C'était une petite pièce agréable, 3 fenêtres, au nord, à l'est et au sud, des rayons couverts de livres et de publications scientifiques, une grande table de travail, devant la fenêtre du nord, un microscope, des plaques de verre, de menus instruments, quelques culturés, çà et là, des flacons de réactifs. La lampe du docteur était allumée déjà, quoique le ciel resplendît encore du soleil couchant, et les stores étaient levés, il n'y avait pas à craindre que les gens du dehors puissent regarder au-dedans. Le docteur Kemp était un homme jeune, de haute taille, svelte, aux cheveux blonds, à la moustache presque blanche. Le travail auquel il s'appliquait devait, il l'espérait bien, lui valoir son élection à l'Académie royale. Ses yeux, pour le moment détachés de son ouvrage, contemplaient le soleil qui se couchait derrière l'autre colline, en face de lui. Depuis une minute peut-être, il était resté, la plume aux lèvres, à admirer la magnifique lumière d'or, quand son attention fut attirée par la petite tache que faisait un homme, noir comme de l'encre, accourant de son côté par-dessus le sommet de la colline. Cet individu, tout petit, portait un énorme chapeau de forme, et il courait si vite que l'on distinguait à peine le mouvement de ses jambes. Encore un de ces ânes, pensait le docteur Kemp, comme celui qui s'est jeté contre moi, ce matin, au coin de la rue, avec son « Monsieur, l'homme invisible arrive ». Je ne peux pas concevoir ce qui tourne la tête à ces gens-là. On se croirait encore au XIIIe siècle. Il se leva, s'approcha de la fenêtre et regarda, sur le flanc obscur de la colline, le petit homme noir qui descendait ventre à terre. Il paraît furieusement pressé. Mais il n'a pas l'air d'avancer. Certes, il ne courait pas plus lourdement si ses poches étaient pleines de plomb. Bientôt la plus haute des villas qui peu à peu, prolongeant Burdock, avait escaladé la colline, eut caché le coureur. Il reparut un instant, puis s'éclipsa, pour redevenir visible 3 fois entre les maisons isolées qui venaient ensuite, enfin la terrasse le couvrit. « Quels ânes !» s'écria le docteur Kemp en pivotant sur les talons pour retourner à sa table de travail. Les personnes qui, étant elles-mêmes sur la grande route, virent de plus près le fuyard et purent observer la terreur bestiale répandue sur sa figure en sueur, n'eurent pas le même détachement que le docteur Kemp. Au passage, en courant, l'homme rendait un bruit d'argent, comme une bourse pleine qu'on secoue. Lui ne regardait ni à droite ni à gauche, ses yeux dilatés ne cherchaient au bas de la colline que les maisons où les lampes étaient allumées, les endroits, dans la rue, où les gens étaient en groupe. Sa bouche mal fendue tombait d'un côté, il avait de l'écume aux lèvres, sa respiration était rauque et bruyante. Tous ceux qu'il frôla s'arrêtèrent et le suivirent du regard le long de la route, se demandant avec un certain malaise la raison de sa précipitation. Cependant là-haut, sur la colline, un chien qui jouait hurla tout à coup et courut se réfugier sous une porte,
on en était encore surpris lorsqu'il passa quelque chose, tout près, comme un coup de vent, avec le bruit d'un souffle précipité. Anne! 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 Les gens poussèrent des cris, on quitta en hâte le pavé de la route. Cela devint une clameur générale qui se prolongea naturellement jusqu'au bas de la colline. On criait dans la rue avant que Marvel fût seulement à mi-chemin, et l'on se verrouillait dans les maisons, et l'on claquait les portes derrière soi. Marvel entendit tout cela, il fit un dernier effort désespéré. La terreur le dépassait, le devançait, envahissait la ville. L'homme invisible? L'homme invisible? Il arrive. Chapitre 16. Aux joyeux joueurs de cricket. Aux joyeux joueurs de cricket. L'auberge est tout juste au bas de la colline, à la tête de ligne du tramway. Le garçon, ses gros bras rouges appuyés sur le comptoir, parlait chevaux avec un cocher anémique, tandis qu'un homme à barbe noire mangeait des biscuits et du fromage, buvait de la bière de Burton et causait en américain avec un policeman qui n'était pas de service. Pourquoi donc crie-t-on ainsi? Demanda le cocher anémique, changeant de conversation et s'efforçant de jeter un coup d'œil sur la hauteur, par-dessus le rideau jaune sale de la fenêtre basse. Quelqu'un vient de passer là, dehors, en courant. Il y a le feu, peut-être, dit le garçon. Des pas se rapprochèrent, rapides et pesants, poussés avec violence, la porte s'ouvrit et Marvel entra, éploré, échevelé, sans chapeau, le col de son vêtement déchiré, il se retourna d'un mouvement convulsif et chercha à fermer la porte, elle était retenue par une courroie. « Il vient !» s'écria-t-il avec terreur, d'une voix perçante. « Il arrive !» L'homme invisible? Derrière moi. Par pitié. Au secours, au secours. Fermez les portes, dit le policeman. Qui est-ce qui arrive? Pourquoi tout ce tapage? Il alla enlever la courroie qui retenait la porte, celle-ci retomba bruyamment. L'Américain ferma l'autre porte. Laissez-moi entrer là-dedans. Fit Monsieur Marvel chancelant et suppliant, mais étreignant toujours ses livres. Laissez-moi entrer là-dedans. Enfermez-moi quelque part. Je vous dis qu'il est à mes trousses. Je lui ai échappé. Il a promis de me tuer et il me tuera. Vous êtes en lieu sûr, dit l'homme à la barbe noire. La porte est fermée. De quoi s'agit-il? Laissez-moi entrer là-dedans, reprit Marvel. Il poussa un cri aigu lorsque la porte s'ébranla sous un grand choc, bientôt suivi de coups précipités et de cris proférés au dehors. Et, fit le policeman, qui est là? Monsieur Marvel se mit à donner de la tête comme un fou contre les panneaux qu'il prenait pour des portes. Il me tuera. Il a pris un couteau ou quelque chose. Par pitié. Tenez, dit le garçon. Entrez là. Et il souleva la planche du comptoir. Monsieur Marvel se jeta derrière, juste au moment où l'appel du dehors était répété. N'ouvrez pas. Gémissait-il. Je vous en supplie, n'ouvrez pas. Où vais-je me cacher? Alors, c'est l'homme invisible? Demanda l'individu à la barbe noire, une main derrière le dos. Il est temps que nous le voyions. Tout à coup, les vitres volèrent en éclats, et il y eut dans la rue des cris et des courses en tous sens. Le policeman, monté sur le canapé, regardait au dehors et tendait le cou pour voir qui était devant la porte. Il descendit, les sourcils hérissés. C'est bien cela, dit-il simplement. Le garçon se tenait debout, devant la porte du salon, qui était maintenant fermée à clé sur Monsieur Marvel. Stupéfait, il jeta les yeux sur la fenêtre, et fit le tour du comptoir pour rejoindre les autres. Tout rentra subitement dans le calme. Je voudrais bien avoir mon bâton, dit le policeman, se dirigeant irrésolu vers la porte. Dès que nous ouvrirons, il entrera, et pas moyen de l'arrêter. Ne vous pressez donc pas d'ouvrir, dit avec inquiétude le cocher anémique. Ôtez les verrous, dit l'homme à la barbe noire. Et, s'il entre. Il montra un revolver qu'il avait à la main. Ah. Non, pas cela. Fit le policeman. Ce serait un meurtre. Je sais dans quel pays je suis, je tirerai aux jambes. Ôtez les verrous. Non, ne tirez pas derrière moi. Fit le garçon qui s'efforçait de voir par-dessus le rideau. Très bien. Répondit l'homme à la barbe noire. Et, penché en avant, le revolver tout près, il ôta les verrous lui-même. Le garçon,
le cocher et le policeman se tenaient en garde. Entrez, dit-il à mi-voix, en reculant, toujours face à la porte déverrouillée, avec son pistolet derrière lui. Personne n'entra, la porte demeura close. Lorsque, 5 minutes plus tard, un autre cocher, du dehors, passa la tête avec précaution, ils étaient toujours là, en arrêt. Une figure inquiète sortit du salon. « Toutes les portes de la maison sont-elles fermées ?» demanda Marvel. Il fait le tour, il rôde tout autour. Il est rusé comme le diable. « Oh Seigneur !» s'écria le garçon. « Il y a par derrière. Faites attention aux portes, mon Dieu !» Il regardait autour de lui d'un air découragé. La porte du salon se referma bruyamment et l'on entendit tourner la clé. Il y a la porte de la cour et l'entrée particulière. Celle de la cour. Il sortit en hâte du bar. Une minute après, il reparut, tenant un grand couteau à découper. La porte de la cour était ouverte, dit-il. Et sa grosse lèvre inférieure s'abaissa. Il est peut-être déjà dans la maison, fit observer le cocher anémique. En tout cas, il n'est pas dans la cuisine, répondit le garçon. Il y a là 2 femmes qui n'ont rien entendu, et, d'ailleurs, j'ai porté des coups dans tous les sens avec ce petit tranchelard. Elles ne pensent pas qu'il soit entré. Elles ont remarqué. Avez-vous bien verrouillé la cuisine ? demanda le cocher. J'en suis bleu, fit le garçon. L'homme à la barbe rentra son revolver. Juste à ce moment, la planche du comptoir retomba, et, sous un coup furieux, la porte du salon fut enfoncée. On entendit Marvel crier comme un chat qu'on étrangle, tout de suite on passa par-dessus le comptoir pour aller à son secours. Le revolver du grand barbu partit, la glace adossée au salon fut étoilée et vint se briser à terre avec fracas. En entrant dans la pièce, le garçon vit Marvel, bizarrement accroupi, lutter contre la porte qui menait à la cuisine et à la cour. Tandis que le garçon hésitait, la porte s'ouvrit soudain, et Marvel parut être traîné jusque dans la cuisine. On entendit un cri de terreur, un grand tapage de casserole. Marvel, tête baissée, résistant obstinément, fut poussé de force jusqu'à l'autre porte de la cuisine, qui donnait sur la cour, et dont les verrous furent tirés. Le policeman, qui avait essayé de passer devant le garçon, se précipita, suivi de l'un des cochers, saisit le poignet de la main invisible qui étranglait Marvel, reçut un coup de poing en pleine figure et faillit tomber à la renverse. La porte s'ouvrit et Marvel fit un effort frénétique pour se réfugier derrière. Et le cocher, alors, prit quelqu'un par le collet. « Je le tiens !» criait-il. Les mains rouges du garçon empoignèrent l'ennemi qu'on ne voyait point. Là. Il est là. Monsieur Marvel, relâché, se laissa choir et essaya de se glisser entre les jambes des uns et des autres. Le groupe des combattants oscilla pêle-mêle autour de la porte ouverte. C'est alors que, pour la première fois, on entendit la voix de l'homme invisible, une plainte aiguë. Le policeman lui avait marché sur le pied, il hurlait furieusement, et ses poings battaient l'air comme des fléaux. Le cocher, lui aussi, poussa un cri de douleur et se cassa brusquement en deux, il avait été atteint au creux de l'estomac. La porte donnant de la cuisine dans le salon se referma et couvrit la retraite de Marvel, tandis que, dans cette cuisine, les gens étreignaient l'air et luttaient avec le vide. « Où est-il passé ?» demandait l'homme à la barbe. « Dehors ?»« Par ici », dit le policeman faisant un pas dans la cour et s'arrêtant. Un morceau de tuile vola en sifflant tout près de sa tête et alla s'écraser au milieu de la vaisselle sur la table de la cuisine. « Je vais lui faire voir !» s'écria l'homme à la barbe. Tout à coup un canon d'acier brilla par-dessus l'épaule du policeman et 5 balles se suivirent, coup sur coup, dans l'obscurité d'où était venu le projectile. En tirant, l'homme fit décrire à sa main un mouvement circulaire horizontal, de façon que ces balles rayonnassent dans la cour étroite, comme les raies d'une roue. Puis il y eut un silence. 5 cartouches, dit l'homme à la barbe noire, c'est encore ce qu'il y a de mieux. 4 as et un roi. Apportez une lanterne, quelqu'un, et à tâtons, mettons-nous en quête du cadavre. Chapitre 17. L'hôte du docteur Kemp. Le docteur Kemp avait continué à écrire dans son cabinet jusqu'au moment où les coups de revolver le firent sauter. Pan. 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 Il se succédait à intervalles réguliers. Oh. Oh. Fit-il, en mettant de nouveau sa plume entre ses dents et en prêtant l'oreille.
Qui est-ce qui tire ainsi, à Burdock? Que font maintenant ces ânes-là? Il se dirigea vers la fenêtre du sud, leva le châssier, penché en dehors, parcourut des yeux le réseau que faisait la ville dans la nuit, avec ses espaces noirs, cours aux toitures, piquets de lumière, fenêtres, boutiques et lanternes. On dirait un attroupement, au pied de la colline, auprès des joueurs de cricket. Il continua d'observer. Ses yeux se portèrent au-delà de la ville, jusqu'à l'endroit lointain où brillaient les feux des navires et des réverbères de la jetée, jusqu'au pavillon qui la terminait, comme une topaze lumineuse dans la nuit. La lune, à son premier quartier, était suspendue au-dessus de la colline, à l'ouest, très claire, les étoiles avaient presque le même éclat que sous les tropiques. Après 5 minutes, pendant lesquelles son esprit s'était laissé aller à de vagues méditations sur les conditions sociales de l'avenir et s'était égaré dans l'immensité de l'espace et du temps, le docteur Kemp se reprit, avec un soupir, ferma la fenêtre et revint à son pupitre. C'est environ 1 heure plus tard que retentit la sonnette de la porte d'entrée. Depuis les détonations, il avait écrit mollement, l'esprit souvent distrait. Ayant écouté, il entendit la servante répondre au coup de sonnette et attendit le bruit de ses pas dans l'escalier, mais elle ne vint point. « Je serais curieux de savoir ce que c'était. » se dit le docteur. Il essaya de se remettre au travail, puis, n'y parvenant pas, il se leva, descendit de son cabinet jusqu'au palier, sonna et, par-dessus la rampe, interpella la femme de chambre, juste comme elle arrivait dans le vestibule, en bas. Était-ce une lettre? Non, monsieur. Un passant qui a sonné, puis qui s'est enfui. Je suis agité, ce soir. Se dit Kemp à lui-même. Il remonta dans son cabinet et, cette fois, se remit à l'ouvrage résolument. Au bout d'un instant, il y était tout entier, et les seuls bruits dans la pièce étaient le tic-tac de l'horloge et le grincement clair de sa plume se hâtant au centre du cercle de lumière que projetait l'abat-jour sur la table. Le docteur n'eut pas fini avant 2 heures sa tâche de la nuit. Il se leva, bâilla et alla se coucher. Déjà il avait ôté son habit et son gilet, lorsqu'il se sentit altéré. Il prit un bougeoir et descendit à la salle à manger, en quête de soda et de whisky. Les études scientifiques avaient développé ses facultés d'observation. En retraversant le vestibule, il remarqua une tache noire sur le linoléum, tout près du paillasson, au pied de l'escalier. En remontant, il se demanda tout à coup ce que pouvait bien être cette tache. Évidemment, il se passait quelque chose d'étrange. Il revint, avec ce qu'il portait, dans le vestibule, posa par terre son soda et son whisky et, se baissant, mit son doigt sur la tache. Sans grande surprise, il s'aperçut qu'elle avait la couleur et la viscosité du sang qui sèche. Il reprit ses bouteilles et remonta de nouveau, regardant autour de lui, essayant de s'expliquer cette tache. Sur le palier, nouvelle remarque, il s'arrêta stupéfait, le bouton de porte de sa chambre était souillé de sang. Il regarda sa main, elle était propre. D'ailleurs, il se rappelait que la porte de sa chambre était ouverte lorsqu'il était descendu de son cabinet, il n'avait donc pas eu à toucher le bouton. Il entra tout droit, la figure parfaitement calme, peut-être un peu plus résolu seulement qu'à l'ordinaire. Son regard, errant avec curiosité, tomba sur le lit, le couvre-pied était taché de sang, les draps avaient été déchirés. Kemp n'avait pas remarqué tout cela en entrant la première fois, parce qu'il était allé directement à la toilette. D'autre part, draps et couverture étaient enfoncés comme si quelqu'un s'était tout récemment assis dessus. Alors le docteur éprouva l'impression étrange d'avoir entendu une voix qui disait tout bas, juste ciel. Kemp. Mais le docteur Kemp ne croyait pas aux voix. Il resta debout, les yeux en arrêt sur ses draps écroulés. Était-ce vraiment une voix? De nouveau il regarda autour de lui, mais sans remarquer autre chose que le lit en désordre et souillé de sang. À ce moment, il entendit très distinctement quelque chose qui remuait à l'autre bout de la chambre, du côté du lavabo. Tous les hommes, même les plus éclairés, gardent certaines idées superstitieuses. Kemp fut envahi par cette sensation qui s'appelle la peur des revenants. Il ferma la porte, s'avança jusqu'à la toilette, et y posa ses flacons. Tout à coup, il aperçut, non sans tressaillir, une bande roulée, faite d'un lambeau de linge ensanglanté, qui flottait dans l'air entre lui et le lavabo. Il resta là, stupéfait, à la contempler. C'était une bande vide, une bande convenablement serrée, mais bien vide. Il allait faire un pas pour s'en saisir, quand un léger coup l'arrêta, en même temps, une voix parlait tout près de lui. « Kemp !» Et, fit-il,
la bouche ouverte. Maîtrisez vos nerfs. Je suis un homme invisible. Pendant un instant, les yeux fixés sur le bandage, Kemp ne répondit pas. À la fin. Homme invisible? Répéta-t-il. Oui, je suis un homme invisible. L'histoire dont il s'était moqué tout le premier, ce matin même, revint à l'esprit de Kemp. On ne saurait dire s'il fut, à ce moment, plus effrayé ou plus surpris. Ce n'est que plus tard qu'il put s'en rendre compte. Je croyais que tout cela n'était qu'une invention. Ce qui dominait en lui, c'était encore ses raisonnements du matin. Est-ce que vous avez un pansement? Oui, répondit l'homme invisible. Oh, fit Kemp. Il reprit son sang-froid. Voyons, c'est absurde. C'est quelques tours. Il s'avança soudain, et sa main étendue vers le bandage rencontra des doigts invisibles. Il recula au contact, et changea de couleur. Rassurez-vous, Kemp, pour l'amour de Dieu. J'ai besoin de secours, un besoin urgent. Attendez. Une main lui saisit le bras. Il donna un coup sur la main. Kemp, cria la voix, Kemp, rassurez-vous. Et l'étreinte se resserra. Un désir furieux de se délivrer s'empara de lui. Mais la main du bras bandé l'empoigna par l'épaule, il fut secoué à perdre l'équilibre et jeté à la renverse sur le lit. À peine avait-il ouvert la bouche pour crier, que le coin du drap lui fut enfoncé entre les dents. L'homme invisible le maintenait sous lui d'une manière inquiétante, mais, du moins, Kemp avait les bras libres, et, des pieds comme des mains, il s'efforçait de donner des coups. Soyez raisonnable, n'est-ce pas? Dit l'homme invisible en s'attachant à lui, sans s'inquiéter des bourrades qu'il recevait dans les côtes. Par le ciel! Vous allez me rendre fou. Demeurez là, imbécile. Hurla l'homme invisible dans l'oreille de Kemp. Celui-ci lutta encore un moment, puis resta tranquille. Si vous criez, je vous écrase la figure. Je suis invisible. Il n'y a là ni sottise ni magie. Je suis bien réellement un homme invisible. Et j'ai besoin de votre aide. Je ne veux pas vous faire de mal, mais, si vous vous conduisez comme un rustre forcené, j'y serai contraint. N'avez-vous pas gardé souvenir de moi, Kemp? Griffin, de l'University College? Laissez-moi me redresser. Je resterai où je suis. Laissez-moi tranquille une minute. Kemp s'assit et se tâta le cou. Je suis Griffin, de l'University College. Je me suis rendu invisible. Je ne suis qu'un homme comme les autres, un homme que vous avez connu, devenu invisible. Griffin? Oui, Griffin, répondit la voix, un étudiant plus jeune que vous, presque albinos, haut de 6 pieds, de forte carrure avec des yeux rouges dans une figure rose et blanche, qui obtint la médaille de chimie. Je suis abasourdi. Ma tête éclate. Qu'est-ce que tout ceci a à voir avec Griffin? Mais, c'est moi qui suis Griffin. Kemp réfléchit. C'est horrible, fit-il. Mais par quelle sorcellerie un homme peut-il devenir invisible? Il n'y a pas de sorcellerie. C'est un procédé scientifique, et assez facile à comprendre. C'est horrible. Comment diable? Horrible, si vous voulez. Mais je suis blessé, je souffre, je suis éreinté. Bon Dieu. Kemp, vous êtes un homme. Un peu de calme. Donnez-moi à boire et à manger, et laissez-moi m'asseoir là. Kemp regardait le bandage se mouvoir à travers la pièce, il vit un fauteuil d'osier, traîné sur le parquet, venir se placer auprès du lit. Le fauteuil craqua sous le poids d'une personne et le siège en fut abaissé d'un quart de pouce environ. Le docteur se frotta les yeux et de nouveau se tâta le cou. C'est plus fort que les histoires de revenants, dit-il. Et il se mit à rire machinalement. Cela va mieux, Dieu merci. Voilà que vous devenez raisonnable. Ou idiot, répondit Kemp. Et il se frotta encore les yeux. Donnez-moi du whisky. Je suis à peu près mort. Sapristi. Il n'y paraissait pas tout à l'heure. Où êtes-vous? Si je me lève, ne tomberai-je pas sur vous? Là. Fort bien. Le whisky? Tenez. Où faut-il vous le donner? Le fauteuil cria et Kemp sentit qu'on lui prenait le verre des mains. Il dut faire un effort pour le lâcher, son instinct était en révolte. Le verre s'éloigna et resta en équilibre, à 20 pouces au-dessus du bord antérieur du fauteuil.
Kemp le regardait avec une perplexité infinie. Cela ne peut être que de l'hypnotisme, dit-il. Vous devez m'avoir suggéré que vous étiez invisible. Allons donc. Mais cela est fantastique. Écoutez-moi. J'ai démontré, ce matin même, d'une manière concluante, que l'invisibilité. Peu importe ce que vous avez démontré. Je meurs de faim, et la nuit est froide pour un homme qui n'a pas de vêtements. Vous voulez manger? Demanda Kemp. Le verre de whisky se pencha de lui-même. Oui, répondit l'homme invisible, en le reposant avec un bruit sec. Avez-vous une robe de chambre? Kemp eut une sourde exclamation. Il se dirigea vers sa garde-robe et en tira un vêtement d'étoffe rouge sombre. Cela fait-il votre affaire? Le vêtement lui fut pris des mains, il flotta en l'air, flasque, pendant un moment, puis il s'agita d'étranges façons, se dressa, moulant un corps, se boutonna de lui-même et s'assit dans le fauteuil. Un caleçon, des chaussettes, des pantoufles, tout cela me ferait bien plaisir, dit l'homme invisible, brièvement. Et de quoi manger? Oui, quelque chose. C'est bien l'aventure la plus insensée qui me soit jamais arrivée. Kemp retourna ses tiroirs pour y trouver ce qu'on lui demandait, puis, étant descendu fouiller l'office, il revint avec du pain et des côtelettes froides, et mit le tout sur une table légère devant son hôte. Pas besoin de couteau, dit celui-ci. Et une côtelette se trouva suspendue en l'air, on entendit un bruit de mastication. J'aime toujours être vêtu pour manger, dit l'homme invisible, la bouche pleine, et dévorant avec avidité. Drôle de manie. Ce poignet va tout à fait bien, je pense. Fiez-vous à moi. Tout de même, il est bizarre. Je ne dis pas non. Mais il est singulier aussi que je me sois jeté justement dans votre maison, à vous, pour avoir mon pansement, c'est ma première bonne fortune. Quoi qu'il en soit, je me proposais de dormir ici cette nuit, et il faut que vous y consentiez. Il est bien fâcheux que du sang ait révélé ma présence, n'est-ce pas? Il y en a un caillot là-bas. Mon sang devient visible en se coagulant. Ce n'est que mon tissu vivant que j'ai transformé, et seulement pour la durée de mon existence. Je suis depuis 3 heures déjà dans votre maison. Comment cela se fait-il? Demanda Kemp d'un ton irrité. Du diable si. En cette affaire, tout est extravagant d'un bout à l'autre. Tout est logique, parfaitement logique. Répliqua l'homme invisible, en étendant la main pour prendre la bouteille de whisky. Kemp regardait avec ébahissement cette robe de chambre dévorée. Un rayon de la bougie, pénétrant obliquement par une déchirure, à l'épaule droite, projeta un triangle de clarté sous les côtes gauches. Que était-ce que ces coups de feu? Comment la bataille a-t-elle commencé? C'est une espèce d'imbécile, une manière d'associer à moi, maudit soit-il. Qui a essayé de me voler mon argent? Et il y a réussi. Est-il, lui aussi, invisible? Non. Alors? Ne pourrais-je pas avoir autre chose à manger avant de vous dire tout cela? Je suis affamé, je souffre, et vous me demandez de vous raconter des histoires. Kemp se leva. Mais vous n'avez pas tiré? Moi, non. Un idiot que je n'avais jamais vu tirer à tort et à travers. Ils ont tous pris peur à mon arrivée. Que le diable les emporte. Dites donc, je voudrais autre chose à manger, Kemp. Je vais voir ce qu'il y a encore en bas. Pas grand-chose, je le crains. Après qu'il eut achevé son souper, un souper copieux, l'homme invisible réclama un cigare. Il mordit le bout avec impatience avant que le docteur eût pu trouver un couteau, et, la feuille extérieure s'étant défaite, il jura. C'était chose bien curieuse de le voir fumer, sa bouche, son gosier, son pharynx, ses narines devenaient visibles sous la forme d'une colonne tourbillonnante de fumée. C'est un présent du ciel que le tabac, dit-il en lâchant une grosse bouffée. J'ai de la chance d'être tombé sur vous, Kemp, vous allez m'aider. Quel bonheur de vous avoir précisément rencontré. Je suis dans un embarras du diable, j'ai été fou, je crois. Quelles aventures j'ai traversées. Mais, croyez-moi, nous ferons quelque chose, à nous deux, maintenant. Il s'offrit à lui-même un peu plus de whisky et de soda. Kemp se leva, regarda autour de lui et alla chercher un verre dans la chambre voisine. C'est insensé. Mais vous permettez que je boive. Vous n'avez pas beaucoup changé, Kemp, depuis une 12aine d'années. Vous autres, hommes blonds, vous ne changez point.
Froid et méthodique. Je vais vous dire, nous allons travailler ensemble. Mais comment tout cela s'est-il fait? Comment en êtes-vous arrivé là? Pour Dieu, laissez-moi fumer en paix 1 minute. Ensuite je vous le dirai. L'histoire, pourtant, ne fut pas racontée cette nuit-là. Le poignet de l'homme invisible devenait douloureux. Il avait la fièvre, il était épuisé. Son esprit se reportait sans cesse à la chasse qu'on lui avait donnée du haut en bas de la colline, à la lutte soutenue dans l'auberge. Il commença son récit, et l'abandonna. Par moments, il parlait de Marvel, alors il fumait plus vite et sa voix trahissait sa colère. Kemp recueillait ce qu'il pouvait. Il avait peur de moi, je voyais bien qu'il avait peur de moi, répéta l'homme invisible à plusieurs reprises. Il voulait me lâcher, il guettait sans cesse autour de lui. Que j'ai été sot? Le matin. Je l'aurais tué. Mais où aviez-vous eu cet argent? Demanda Kemp brusquement. L'homme invisible demeura silencieux un instant. Je ne peux pas vous le dire ce soir. Il gémit tout à coup et se pencha en avant, sa tête invisible appuyée sur des mains invisibles. Kemp, dit-il, je n'ai pas dormi depuis bientôt 3 jours. Je n'ai fait que m'assoupir 1 heure ou 2. Il va falloir que je dorme. Soit, prenez ma chambre, prenez cette chambre. Mais comment puis-je dormir? Si je dors, il s'en ira. Bah. Qu'est-ce que cela fait? Et votre blessure? Qu'est-ce que c'est? Rien, une égratignure. Oh. Dieu, comme j'ai sommeil. Eh bien, pourquoi ne pas dormir? L'homme invisible parut considérer Kemp. Parce que j'ai des raisons particulières de tenir à n'être pas pris par mes semblables. Kemp ouvrit de grands yeux. Imbécile que je suis! S'écria l'autre, en frappant sur la table violemment. Je viens de vous souffler une idée. Chapitre 18. L'homme invisible dort. Épuisé et blessé comme il l'était, l'homme invisible ne voulut pas s'en rapporter à la parole de Kemp, l'assurant que sa liberté serait respectée. Il examina les 2 fenêtres de la chambre à coucher, leva les stores et ouvrit les châssis pour vérifier s'il pourrait, au besoin, comme le disait Kemp, s'esquiver par là. Au dehors la nuit était calme et silencieuse, la nouvelle lune se couchait de l'autre côté des dunes. Griffin passa en revue les serrures de sa chambre, il inspecta les 2 cabinets de toilette pour se convaincre qu'il avait là encore une double voie de salut, finalement, il se déclara satisfait. Il était alors debout, sur le tapis du foyer, Kemp entendit le bruit d'un bâillement. Je suis fâché, lui dit son hôte, de ne pouvoir vous raconter dès ce soir tout ce que j'ai fait, mais je suis à bout de force. C'est ridicule, sans doute. Croyez-moi, Kemp, en dépit de vos raisonnements de ce matin, la chose est parfaitement possible. J'ai fait une découverte. J'avais l'intention de la garder pour moi. Je ne peux pas. Il faut que j'aie un associé. Et vous? Nous pouvons faire des choses. Mais, à demain. En ce moment, c'est pour moi le sommeil ou la mort. Kemp se tenait au milieu de la chambre, les yeux fixés sur ce mannequin sans tête. Je vais vous laisser, n'est-ce pas? C'est incroyable. Ah. Il ne faudrait pas 3 aventures de ce genre-là, bouleversant toutes mes idées, pour me rendre fou. Et c'est pourtant vrai. Y a-t-il encore quelque chose que je puisse faire pour vous? Rien, rien, que de me dire bonsoir. Eh bien, bonsoir, répondit Kemp, en étreignant une main invisible. Il se dirigeait obliquement vers la porte, quand, tout à coup, la robe de chambre vint sur lui à grands pas. Écoutez-moi bien. Pas de tentative pour me ligoter, pour s'emparer de moi. Où? Le visage de Kemp prit une expression particulière. Je croyais, répliqua-t-il, vous avoir donné ma parole. Puis il ferma la porte doucement derrière lui, et aussitôt il entendit tourner la clé à l'intérieur. Des pas rapides allèrent à la porte du cabinet de toilette, et celle-ci fut également fermée à clé. Kemp se frappa le front. Est-ce que je rêve? Est-ce le monde qui est devenu fou, ou moi? Il éclata de rire, et, mettant la main sur la porte close. Être chassé de ma propre chambre par une absurdité manifeste. Étant monté jusqu'au haut de l'escalier, il se retourna pour regarder toutes ces portes fermées. C'est pourtant vrai, fit-il. Il porta les doigts à son cou légèrement meurtri. Oui, c'est un fait indéniable, mais...
Il secoua la tête avec désespoir, revint sur ses pas et descendit l'escalier. Il alluma la lampe de la salle à manger, prit un cigare et se mit à faire les 100 pas, en se parlant à lui-même. De temps en temps il discutait. Il a dit « invisible ». Cela existe donc, un animal invisible? Dans la mer, oui. Des milliers, des millions. Toutes les larves, les petites nauplies, toutes les espèces de tornaria, les bêtes microscopiques, les méduses. Dans la mer, il y a plus de choses invisibles que de visibles. Je n'avais jamais pensé à cela. Et dans les étangs aussi. Toutes ces petites bêtes qui vivent là, simples petits points de gélatine transparente et incolore. Mais dans l'air, non. Ça ne peut pas être. Après tout, pourquoi non? Mais quoi? Si un homme était de verre, il serait encore visible. Sa méditation devint profonde. 3 cigares se répandirent en cendres blanches sur le tapis avant qu'il parlât de nouveau. Mais alors ce fut simplement une exclamation. Il sortit de la pièce, entra dans son cabinet de consultation, alluma le gaz. Ce cabinet était tout petit, le docteur ne vivait pas de sa science. Les journaux étaient là. Négligemment jetés sur la table, et dépliés, le journal du matin. Kemp le saisit, le retourna vivement et se mit à lire une singulière histoire à Iping, celle-là même que le marin, à Portstow, avait si péniblement amenée à Marvel. Kemp la parcourut rapidement. Enveloppé, dit-il. Déguisé. Se cachant. Personne ne semble avoir été au courant de son cas. Quel diable de jeu joue-t-il donc? Il laissa tomber le journal et son regard erra, de ci, de là. Il prit la St. James's Gazette, qui était là, pliée, comme elle était arrivée. Ah! Nous allons enfin avoir la vérité. Il ouvrit le journal. 2 colonnes lui sautèrent aux yeux, avec cette en-tête, un village entier du Sussex atteint de folie. Juste ciel! S'écria Kemp, en lisant avec avidité le compte rendu sceptique des événements arrivés la veille à Iping. De l'autre côté de la page, le récit du matin avait été reproduit. Kemp le relut, il courait à travers les rues, frappant à droite et à gauche. J'affaire sans connaissance. Monsieur Huxter souffrait beaucoup, encore incapable de dire ce qu'il avait vu. Douloureuse humiliation, le pasteur. Une femme malade de frayeur. Les fenêtres brisées. Cette histoire extraordinaire est sans doute un canard, mais trop drôle pour qu'on ne l'imprime pas. À chacun d'en prendre et d'en laisser. Kemp projeta la feuille et resta planté devant, tout pâle. Sans doute un canard. Il reprit le journal et relut encore toute l'affaire. Mais quand ce vagabond est-il entré en scène? Pourquoi diable courait-il après ce vagabond? Il se laissa tomber sur le lit à opération. Il n'est pas seulement invisible. C'est un fou. Un fou dangereux. Lorsque l'aube vint mêler ses premières lueurs, dans la salle à manger, à la lumière de la lampe et à la fumée du cigare, Kemp en était encore à arpenter la pièce en cherchant le mot de l'énigme. Il était trop surexcité pour pouvoir dormir. Ses domestiques, en descendant, les yeux encore gros de sommeil, le trouvèrent là et inclinèrent à penser que c'était le travail, le surmenage qu'il fallait accuser. Il leur donna l'ordre extraordinaire, mais tout à fait formel, de servir à déjeuner pour 2 personnes dans le cabinet du belvédère et de se confiner ensuite dans le sous-sol et le rez-de-chaussée. Puis il continua de marcher dans la salle à manger jusqu'à l'arrivée du journal du matin. Celui-ci avait beaucoup de choses à raconter, mais pas grand-chose de neuf, il confirmait simplement le récit de la veille et donnait le compte rendu, fort mal écrit, d'une autre aventure étrange, survenue à Burdock. Le docteur connut ainsi le plus gros de ce qui s'était passé aux joueurs de cricket, et le nom de Monsieur Marvel. Il m'a obligé à passer avec lui 24 heures, déclarait Monsieur Marvel. Certains détails nouveaux étaient ajoutés à l'histoire d'Iping, notamment la rupture du fil télégraphique. Mais rien qui pût jeter quelque lumière sur les relations de l'homme invisible et du vagabond, car Marvel n'avait donné aucun renseignement ni sur les 3 livres qu'il portait ni sur l'argent dont ses poches étaient pleines. Le ton sceptique avait disparu, et une nuée de reporters et d'enquêteurs était déjà à l'œuvre, travaillant le sujet avec soin. Kemp lut tout ce qui avait trait à l'affaire et envoya la femme de chambre lui chercher tous les journaux qu'elle trouverait. Ceux-là, de même, il les dévora. Il est invisible. Et il a des colères qui tournent à la folie furieuse. Quelle chose il peut faire?
Et dire qu'il est là-haut, libre comme l'air. Quel parti prendre? Par exemple, serait-ce lui manquer de parole-ci? Non. Il alla vers un petit pupitre en désordre, dans le coin, et commença une note. À moitié faite, il la déchira et en écrivit une autre. Il relut celle-ci, la regarda en réfléchissant, puis il prit une enveloppe et l'adressa au colonel Haddy, à Port Burdock. L'homme invisible se réveilla juste au moment où Kemp en était là. Il se réveillait en méchante disposition. Kemp, attentif au moindre bruit au-dessus de sa tête, entendit tout à coup des pas pesants se précipiter à travers la chambre à coucher. Puis, une chaise fut renversée, le verre du lavabo fut brisé, Kemp se hâta de grimper l'escalier et frappa vivement à la porte.